Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un cours de sciences physiques destiné aux élèves des classes terminales scientifiques. Je me présente, moi c'est Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage Birsa. Cette leçon est faite sous la direction de M. Fawzi Hammami, inspecteur général des sciences physiques. Donc aujourd'hui, on va essayer de reprendre les dipôles RL. Rappelez-vous, nous avons étudié dans l'autre séance la bobine, nous avons expliqué le phénomène de l'induction électromagnétique, le phénomène de l'auto-induction électromagnétique. Aujourd'hui, on va essayer de continuer un tout petit peu et on va essayer de voir la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Et comme application, on va essayer de voir comment on peut chercher l'inductance L d'une bobine. C'est comme s'il s'agit donc d'une séance de travaux pratiques. Hein. D'accord? On va donc essayer de utiliser des courbes pour pouvoir donc par la suite chercher l'inductance L. Pour cela, ici, je commence par la petite reprise suivante. Donc, je considère ici un dipôle RL auquel on va associer, on va appliquer un échelon de tension. Voici le schéma du circuit qu'on va donc essayer d'utiliser. Donc, vous avez votre générateur de tension. Voici le sens de la force électromotrice de notre générateur. Donc là, nous avons un interrupteur qui, au début, il est ouvert. De ce côté-là, nous avons alors une bobine d'inductance L et de résistance interne petit r. Et là, la résistance grand R du dipôle. Donc, vous avez alors ici votre dipôle RL. On va donc appliquer l'échelon de tension. Pour cela, alors ici, il suffit de fermer l'interrupteur K. Donc, commençons par voir ce qui va se passer. Donc, à la fermeture de l'interrupteur, et ça, vous le savez d'avance, donc, il va s'établir un courant dans le circuit. Sauf que ce courant-là, il va accuser un certain retard. Ce retard-là est dû à quoi? Est dû à la présence de la bobine. Donc, il apparaît alors ici un phénomène d'auto-induction. Pourquoi je dis auto-induction? Parce que l'inducteur dans ces conditions-là, c'est la bobine, et l'induit, c'est la bobine elle-même. Donc, la bobine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'opposer à l'installation du courant principal. Donc, on va essayer donc ici de représenter rapidement les allures des courbes aux bornes de la résistance grand R, du résistor grand R, et de la bobine d'inductance L et de résistance petit r. Commençons alors ici par la courbe qui traduit la variation de UR en fonction du temps. Pour donc rappeler l'allure de la courbe, donc je vais reprendre la loi des mailles. Donc d'une manière générale, la loi des mailles s'écrit de la façon suivante. Donc la tension du générateur qui est égale à E est égale à la tension de la bobine plus tension du résistor. Là, c'est valable à tout instant, attention. Hein. Donc, la tension aux bornes de la bobine, c'est L dérivée de I par rapport au temps, plus RI, vous avez une bobine qui est résistive, plus la tension aux bornes de résistor, c'est grand R fois I. Je voudrais bien tracer l'allure de la courbe qui traduit la variation de la tension UR en fonction du temps. Pour cela, alors ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'est votre zéro, bien entendu. Donc, nous allons essayer de faire la chose suivante. Je sais qu'au départ, le courant, il s'établit avec un certain retard suite au phénomène d'auto-induction, ça on l'a dit. Donc, ce courant-là accuse donc un petit retard, il s'établit progressivement, petit à petit, et malgré la présence de votre échelon de tension, n'est-ce pas? Donc, le courant va commencer à circuler à partir de la valeur 0, puis, donc, il va atteindre une valeur maximale en régime permanent. Essayons de voir ensemble ce qui se passe en régime permanent. En régime permanent, lorsque le courant se stabilise, lorsque l'interrupteur est fermé depuis assez longtemps. Assez longtemps, c'est bien entendu quelques millièmes de seconde, pas plus. Hein, d'accord? Donc, en régime permanent, votre I, il est comment là? On a dit qu'il est égal à une constante. Je vais l'appeler I permanent. C'est une constante. Donc, si I est constante, que pensez-vous alors ici de la dérivée de I par rapport au temps? Bien entendu, puisque I est constante, la dérivée est égale à 0. Qu'est-ce qui me reste dans l'équation diff? Il me reste E est égal à R fois I permanent plus UR en régime permanent. Donc, UR en régime permanent est égal à E
moins R en régime permanent. Donc, vous remarquez bien alors ici que ER en régime permanent est plus petite que E, que la FEME du générateur. Donc, si je vais alors ici tracer l'allure de la courbe, et je pense que vous avez une idée sur la loi de variation de I varie d'une façon exponentielle. Donc, l'allure de notre courbe va être la suivante. Donc, là, c'est la droite représentant la tension du générateur, dont la tension exactement elle vaut E. Donc nous avons dit que la tension UR part de 0 puisque le courant s'établit avec un certain retard, puis donc il augmente progressivement sous forme exponentielle et atteint une valeur maximale en régime permanent qui n'est pas égale à E, qui est plus petite que E. Donc voici alors ici l'allure de la courbe. Donc ça c'est la courbe qui traduit la variation de UR. Donc cette partie-là constitue le régime pratiquement permanent. Donc là, on va l'appeler le régime permanent. Le régime permanent, c'est le régime auquel donc l'intensité du courant reste constante. Par contre, là, vous avez un régime qui est comment là? Un régime transitoire. Au cours du régime transitoire, que fait l'intensité du courant? Donc, elle augmente progressivement jusqu'à atteindre une valeur maximale, puis donc en régime permanent, donc cette tension-là, ou bien l'intensité, puisque UR et I sont proportionnels. Rappelez-vous qu'il y a la loi d'Ohm au bornes du résistor. Donc, si I augmente, UR, elle augmente. Donc, voici l'allure de la courbe de UR. Je remarque alors la chose suivante, c'est que la différence entre la valeur maximale de UR et la valeur de la FEME n'est autre que ce terme-là. Donc là, c'est petit r fois I en régime permanent, n'est-ce pas? Vous imaginez bien que si un jour ou l'autre, vous avez une bobine qui n'a pas de résistance interne, donc ce terme-là va être égal à 0 étant donné que petit r est égal à 0. Et c'est possible que dans ces conditions-là, la courbe de UR tende vers la valeur de E et s'approche donc énormément et elles vont s'égaliser à l'infini, ça c'est sûr. D'accord? Donc ça c'était pour la courbe de UR. Essayons de voir maintenant quelle va être l'allure de la courbe de U bobine en fonction du temps. Donc, je reprends le même dispositif et je vais alors ici essayer de voir comment varie U bobine en fonction du temps. Je prépare les axes. Donc là, c'est U bobine en fonction du temps. Donc, cette tension-là, l'allure de la courbe, va présenter elle aussi deux régimes, un régime transitoire et un régime permanent. Commençons par le début, commençons par l'instant t égale à 0. Je reprends la loi des mailles que nous avons donc établie tout à l'heure. Donc nous avons vu que E est égal à U bobine plus UR. Normalement, cette expression-là est valable à tout instant. Essayons de nous placer à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0. Nous avons dit qu'à l'instant t égale à 0, l'intensité du courant est égale à 0. Rappelez-vous le retard. Donc, ce qui veut dire que UR égale à quoi au début? UR égale à 0. Nous avons tracé la courbe tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va donner alors ici? Ça va donner que U bobine à t égale à 0 et tout simplement est égal à E. Donc, voici la valeur à partir de laquelle donc, va commencer à la tension de la bobine va commencer à varier. Et vous vous rappelez très bien que la tension aux bornes de la bobine est une fonction décroissante en exponentielle. On verra donc les expressions tout à l'heure. Donc maintenant, alors ici, cette courbe-là qui va décroître en exponentielle à partir de la valeur E, elle va bien atteindre une valeur en régime permanent. Est-ce qu'elle atteint l'axe des abscisses, l'axe des temps, ou bien est-ce qu'elle est au-dessus? Ça, on va le voir donc maintenant. Donc ça, c'était le premier cas où on s'est placé à l'instant t égale à 0. Maintenant, on va se placer en régime permanent. En régime permanent. Alors, qu'est-ce qui se passe en régime permanent? Comme d'habitude, donc I est égal à une constante que nous avons notée par I permanent. C'est une constante. Donc, je reviens alors ici à notre expression de U bobine. U bobine égale à quoi? U bobine est égal à E moins UR. Ça fait E moins R fois I permanent, n'est-ce pas?
Donc ça c'est en régime permanent, hein. D'accord? Donc I permanent, donc on va le chercher. On l'a cherché tout à l'heure ou bien non? Pas encore. Donc on va le chercher. L'intensité du courant permanent, on peut le chercher en utilisant la loi donc, des mailles. Donc nous savons qu'en régime toujours permanent, donc le E est égal à U bobine plus UR. En régime permanent, U bobine est égal à R fois I permanent, étant donné que la dérivée de I elle est égale à 0. Ça nous fait alors ici R fois I permanent. En ce qui concerne UR, c'est grand R fois I permanent. Ce qui nous donne alors ici, donc on factorise R plus petit r multiplié alors ici par I permanent. Donc le courant, l'intensité du courant électrique en régime permanent, c'est égal à E sur grand R plus petit r. Voici l'intensité ou bien l'expression de l'intensité du courant électrique en régime permanent. Donc on remplace donc l'expression de I permanent dans l'expression de U bobine en régime permanent. Ça va nous donner alors ici ceci. Donc ça fait alors ici E moins grand R fois I permanent, et ça nous fait alors ici E sur grand R plus petit r. Donc on va mettre E en facteur de 1 moins grand R sur grand R plus petit r. Si on ramène donc les deux termes au même dénominateur, donc on va multiplier ici par grand R plus petit r, ça nous fait grand R plus petit r moins grand R, ça nous fait alors ici petit r sur grand R plus grand R, le tout multiplié par E. Voici l'expression de la tension de la bobine en régime permanent. Alors, ce rapport-là, c'est bien entendu un rapport qui est plus petit que 1. Donc, quelque chose qui est plus petit que 1 multiplié par E, ça fait une valeur qui est plus petite que E. Nous sommes donc quelque part ici. Donc, voici la limite de la tension de la bobine. Donc, au-dessous, hein. Donc, c'est R plus grand R fois E. Donc, ça, c'est l'asymptote. Donc, va suivre notre fonction U bobine. Donc, la fonction U bobine part de la valeur E à l'instant t égale à 0, puis en régime permanent, elle décroît en exponentielle, ça on l'a dit dans le cours. Donc, voici alors définitivement l'allure de la courbe. Si on essaie alors maintenant de regrouper toutes les courbes ensemble, donc ça c'est la courbe qui traduit la tension aux bornes du générateur. Donc là c'est UC et la valeur de la tension du générateur c'est E. Rappelez-vous, c'est un échelon de tension. Ça c'est la courbe aux bornes de la bobine à tout moment. Et l'autre courbe qui traduit la variation de UR, nous avons donc tracé ça tout à l'heure, c'est une courbe ici qui croît à partir de 0 et atteint une valeur maximale à peu près ici. Donc ça fait E moins donc petit r fois I permanent. Donc voici l'allure de la courbe de E. Attention, les deux courbes vont atteindre le régime permanent aux mêmes instants. Donc, voici la fin du régime variable et le début du régime permanent. Et là, c'est la courbe de UR. Si vous connaissez ces courbes-là, les allures de ces courbes, si vous connaissez la méthode qui permet donc d'établir les expressions de ces courbes, donc déjà vous connaissez grand-chose. Donc, alors, comme application à ceci, donc nous allons essayer de voir donc une petite application qui va essayer de nous permettre de chercher en particulier, par exemple, l'inductance L de la bobine. Je passe alors à la suite. Alors, notre titre pour l'application, c'est détermination de l'inductance L de la bobine. Hein? D'accord? Bien, donc, alors, on va considérer le circuit suivant. C'est le circuit que nous avons donc réalisé tout à l'heure. Donc, il est construit par un dipôle RL d'une manière générale. Donc là, vous avez votre générateur qui va essayer d'appliquer un échelon de tension si on ferme l'interrupteur. Parce que là, si l'interrupteur il est fermé, donc ce n'est plus un échelon de tension. C'est une tension qui est constante. Un échelon est une tension brusque appliquée à un certain dipôle. Donc en fermant l'interrupteur, donc ça va être une tension brusque appliquée au dipôle RL. Je remarque dans mon circuit, donc nous avons un branchement à l'oscilloscope. Donc vous avez donc un branchement sur la voie Y1 de la tension U de AB aux bornes de la bobine et sur la voie Y2 d'une tension plus ou moins aux bornes du résisteur. Je dis plus ou moins, vous allez voir donc la suite tout à l'heure.
à la suite de l'exercice. Alors, je lis l'énoncé de l'exercice. On vous demande ceci, on vous dit ceci. On associe en série une bobine d'inductance L et de résistance interne petit r. Notons ensemble que petit r est égal à 10 ohms. Un générateur de tension E, un résisteur de résistance R et un interrupteur K, comme l'indique la figure 1 ci contre. Donc, voici votre circuit. Je remarque bien la chose suivante, je vous rappelle quand même la chose suivante, c'est que si vous voulez alors visualiser deux tensions aux bornes de deux dipôles récepteurs dans un circuit où il y a présence d'un générateur, normalement c'est le générateur qui délivre la masse au circuit. Donc, si vous voulez alors ici visualiser, j'ai dit, deux signaux aux bornes de deux récepteurs, vous devez isoler la masse du générateur et placer ici une masse entre les deux. La masse doit être commune. Et ce sera par la suite une masse appelée par masse flottante. Flottante, pourquoi? Parce qu'elle n'est plus à sa place, parce que sa place réelle, c'est la borne moins du générateur. Donc, là, nous avons la présence d'une masse flottante. Et rappelez-vous que lorsqu'on visualise deux signaux aux bornes de deux dipôles récepteurs, un des signaux va être inversé. Il faut l'inverser. Ça dépend de l'énoncé, écoutez, ça dépend de l'énoncé. Parfois, donc, on vous dit de laisser le signal tel qu'il est, inversé avec un signe moins. Parfois, on vous demande de le réinverser, donc, pour qu'il soit correctement représenté. Donc, on va essayer de poursuivre l'énoncé. Donc, on a discuté de notre circuit. On va voir quelle va être la suite de cet exercice. Donc, afin d'enregistrer simultanément, en même temps, l'évolution temporelle en fonction du temps de la tension UAB aux bornes de la bobine et de la tension UBC aux bornes du résisteur. Ah, là, ça devient assez clair. On voudrait bien visualiser UAB. Attention, voici UAB. Donc, je vais essayer de représenter la flèche représentant la tension. Ça, c'est UAB. Elle est orientée vers le point A. D'accord? Donc, je vais essayer de retrouver le stylo. Bien. Donc, voici la tension UAB. Je n'ai pas commencé encore à répondre aux questions, hein. Et là, on vous demande de représenter la tension. On va parler de la tension UBC. Et ce sera une tension qui est orientée vers le haut. Donc, ça, c'est la tension UBC. Donc là, vous remarquez bien que les deux tensions ont le même sens, donc il doit bien y avoir une tension qui a été inversée. Je parlais donc de l'inversion, hein. Donc, on passe à la suite. Alors ici, j'ai dit que afin d'enregistrer simultanément l'évolution temporelle des tensions UAB et UBC, on relie les entrées Y1 et Y2 d'un oscilloscope à mémoire. C'est un oscilloscope qui devrait être à mémoire, puisque les oscilloscopes classiques ne permettent pas de représenter les signaux qui sont assez brefs. D'accord? Donc, il faut utiliser un oscilloscope qui mémorise le signal. Donc, à mémoire, respectivement au point A et C du circuit, A et C du circuit, tandis que sa masse est reliée au point B. Donc, c'est une masse flottante, figure 1. Et on appuie sur le bouton inverse donc le bouton d'inversion de la voie Y2, de l'oscilloscope. Donc, apparemment, c'est le signal donc, aux bornes de résisteur qui a été donc inversé, hein. Bien, donc à l'instant t égale à 0, on ferme le circuit à l'aide de l'interrupteur K, donc l'échelon de tension va être exercé. Alors, l'oscilloscope enregistre les courbes C1 et C2 de la figure 2. Alors, vous avez deux courbes seulement dont il faut tenir compte pour le moment, hein. La courbe C1 et la courbe C2, décroissante en exponentielle, celle entrée fort, qui diminue à partir de la valeur 10 et atteint une valeur limite qui est égale à 2 volts. Par contre, la courbe C1, elle démarre à partir de 0 et atteint une valeur maximale qui est égale à 8 volts. Là, ça me rappelle quelque chose. Rappelez-vous ce que nous avons fait tout à l'heure dans le rappel. Donc, pour le moment, on note uniquement les deux courbes C1 et C2. Qu'est-ce qu'on lit alors ici au-dessous? Bien sûr, vous avez les axes donc, que vous devez donc identifier. Donc, vous avez l'axe des tensions en volts, l'axe vertical, et l'axe des temps horizontalement, c'est l'axe des temps en millisecondes. Faites attention aux unités. Vous devez toujours lire correctement donc, les unités indiquées sur les axes et les puissances possibles d'être présentes. Alors, on vous représente en même temps sur le graphe de la figure 2, deux petites tangentes. Une tangente delta 1, droite tangente à la courbe C1 à l'instant t égale à 0. Donc, voici la tangente 1 qui part de 0 étant donné qu'elle est tangente à la courbe numéro 1. Et
plutôt. La tangente numéro 3, on va donc y parler tout à l'heure, ce n'est pas pour le moment. Donc c'est une droite qui est tangente à la courbe C3 en pointillé. On va voir donc la courbe C3 pour plus tard, parce que pour le moment, on a discuté uniquement sur les courbes C1 et C2. Essayons de voir quelle va être la question 1. Alors, premièrement, donc, petit a, on vous demande de justifier l'inversion faite sur la voie Y2 de l'oscilloscope. Là, donc, tout à l'heure, j'ai bien fait le schéma. Donc, il suffit de faire la chose suivante. Pour savoir quel est le signal qui va être inversé et pourquoi il faut l'inverser, donc, il faut alors ici essayer de commencer par représenter le sens de parcours du circuit. Le sens du parcours qui, généralement, allez, je vais dire dans tous les cas, ça représente le sens réel du courant électrique. Mais en réalité, ça, c'est le sens de parcours. Bon, évidemment, le courant, alors ici, va circuler dans le même sens que celui, donc, classé comme étant sens conventionnel de parcours. Donc, il ne faut pas donc se compliquer l'existence. Le sens conventionnel, ça correspond au sens réel du courant électrique. Alors, d'après le sens conventionnel, donc, on va essayer de représenter les tensions, convention récepteur. Les tensions doivent être représentées par des flèches orientées de façon opposée au sens de parcours. Voici le sens de parcours, voici la tension UAB. Et la tension UAB, donc, elle est orientée de façon inverse par rapport au sens du parcours. Donc, c'est bien une tension qui va être affectée d'un signe plus. Je n'ai pas dit qu'elle était positive, donc j'ai dit qu'elle était affectée d'un signe plus. En ce qui concerne la tension UBC. Réellement, donc, toute tension doit être orientée du potentiel le plus bas vers le potentiel le plus haut. Donc, alors là, c'est la masse, c'est le potentiel 0 par convention, c'est le potentiel le plus bas. Donc, ça, c'est la tension, alors ici, qui est orientée vers le point C. Ça, c'est U de CB, puisqu'elle est orientée vers le point C. Or, cette tension-là, elle est dans le même sens que celui de parcours. C'est une tension qui est inversée, donc, elle est affectée d'un signe moins. Alors, pour visualiser la tension UR, donc, qui est égale à U de BC, non pas U de CB. Hein. Donc, il faut alors ici appuyer sur le bouton inverse. Donc là, on va mettre plus inversion. Donc, en inversant le signal sur la voie Y2, donc on va visualiser correctement la tension UR et non pas moins UR, parce que là, c'est... Bien entendu, c'est moins UR et on ne va pas s'amuser à visualiser des courbes qui sont inversées. Donc, alors, justifier l'inversion faite sur la voie Y2 parce que tout simplement, donc ici, la tension est orientée dans le même sens que celui de parcours. Alors, quelle opération, question B, quelle opération doit-on réaliser sur le générateur de tension? Quelle opération? Il suffit alors ici de, ça on en a donc discuté tout à l'heure, donc là je remarque alors ici que pour visualiser les deux signaux aux bornes de ces deux récepteurs-là, nous avons placé une masse commune entre ces deux dipôles. Donc forcément, vous remarquez bien alors ici que nous avons éliminé la masse du générateur, parce que réellement, la masse, elle est donnée par qui? Par le générateur. Donc, nous avons isolé la masse. Donc, quelle opération doit-on réaliser sur le générateur de tension? On isole la masse du générateur. Et dans ces conditions-là, la masse va être dans ces conditions-là apportée par l'oscilloscope, si vous voulez, ici. D'accord? Bien, donc je pense que c'est assez clair pour le moment. Donc on passe à la question suivante. Établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Vous avez toujours le même circuit. Donc on va essayer d'utiliser, donc d'établir plutôt l'équation différentielle. Rappelez-vous ce que c'est qu'une équation différentielle. C'est une équation qui relie une fonction et ses dérivées successives. Notre fonction variable aujourd'hui, c'est l'intensité du courant électrique. Comment on peut trouver ou bien établir l'équation différentielle? Il suffit d'utiliser la loi des mailles. Donc, la loi des mailles, alors voici ce qu'elle dit. La loi des mailles, elle dit que la somme algébrique des tensions en respectant un sens de parcours, cette somme-là est égale à 0. J'ai bien dit qu'il fallait respecter un sens de parcours. Voici le sens de parcours. Je ne regarde pas le branchement à l'oscilloscope. Ce signal-là, il a été inversé. Donc, voici la tension U bobine et voici la tension U
UR et non pas moins UR. Si vous mettez la flèche orientée de façon inverse, donc vous allez visualiser moins UR. Donc, je ne regarde pas le branchement à l'oscillo. Donc, voici les différentes flèches des tensions associées aux différents dipôles. La flèche du générateur de tension, je ne peux pas donc la commander, donc elle est imposée dans le circuit. Alors, la loi d'Ema dit que la somme algébrique des tensions est égale à 0. Alors, on va donc essayer de se déplacer dans le sens de parcours, et à chaque fois que la tension donc, elle est inversée par rapport au sens de parcours, c'est la convention récepteur, elle est un peu ancienne. À chaque fois que la tension est inversée par rapport au sens de parcours, donc notre tension va être affectée d'un signe plus. Alors, je commence, je vais me déplacer dans ce sens-là, il n'y a pas de tension à borne de K, donc c'est un dipôle non résistif, qui n'est pas du tout résistif. Alors, inversé, donc U bobine. Plus UR, c'est inversé par rapport au sens de parcours, plus UR. Alors, je continue à se déplacer dans le sens de parcours. Je rencontre ici une tension qui est dans le même sens que celui du parcours, donc je vais dire ici moins E. Et tout cela est égal à 0. Alors, pour établir l'équation en fonction de I, il suffit de remplacer les expressions des différentes tensions en fonction de la grandeur I. Je rappelle alors ici que U bobine, elle est égale à L dérivée de I par rapport au temps plus RI. L, c'est l'inductance de la bobine et petit r, c'est la résistance interne. Et je rappelle que aux bornes de résistor, U est égal à R fois I. Et là, c'est évidemment la loi de M. Ohm. D'accord? Je tiens alors ici à vous préciser que lorsqu'on vous demande, que ce soit dans ce chapitre-là ou bien dans d'autres chapitres, d'établir l'équation différentielle, il faut obligatoirement faire le schéma. Non pas un schéma où on représente les dipôles, non, un schéma où le sens de parcours doit être obligatoirement précisé et où les tensions doivent être donc représentées par des flèches. C'est obligatoire. Sinon, votre équation diff n'a pas beaucoup d'intérêt. Allez, on va essayer donc de remplacer les expressions de U bobine et de UR dans cette équation-là. Donc, voici l'équation étoile. Donc, on va revenir à l'équation étoile. Elle va nous donner U bobine, c'est L dérivée de I par rapport au temps, plus petit RI, plus UR, c'est grand RI, moins E est égal à 0. Je peux mettre E de l'autre côté. Alors, on va ramener les deux résistances. Donc, on va factoriser ces deux termes-là. Ça va nous donner alors ici L dérivée de I par rapport au temps, plus grand R plus petit r fois I, et tout cela est égal à E. Vous avez bien votre équation. C'est une équation différentielle. Pourquoi? Parce qu'elle relie la fonction I, la variable I, et la dérivée de cette variable-là. Vous pouvez, a priori, par exemple, donc, diviser par L si vous pensez que c'est obligatoire. Donc, on peut donc diviser par L, et ça va nous donner alors ici dérivée de I par rapport au temps, plus grand R plus petit r divisé par L, le tout fois I. Tout cela est égal à E, bien sûr, sur L. Et voici définitivement comment s'écrit votre équation différentielle. Bon, on peut écrire soit celle-ci ou bien celle-là. Je pense que celle-là, elle est valable étant donné qu'elle va nous permettre de définir, je pense que vous savez ça, de définir alors ici ce qu'on appelle par la constante de Tonto. Rappelez-vous que ce terme-là, une recherche de dimension, des unités, nous permet alors ici de montrer que ce rapport-là, son unité, c'est la seconde moins 1. Donc, si son unité, c'est la seconde moins 1, son inverse, ça constitue un temps. Nous l'avons appelé la constante de Tonto. Bon, donc, on va écrire la constante de Tonto. Donc, 1 sur tau, c'est l'inverse d'un temps, c'est seconde moins 1, est égal à grand R plus petit r sur L, ce qui veut dire que tau, vous vous rappelez de ça, c'est L plus grand R plus petit r. Voici l'expression de la constante de Tonto. Si vous voulez qu'on vous rappelle qu'est-ce que c'est que la constante de Tonto, c'est une durée, c'est un instant après tout, on va dire donc une durée. Qu'est-ce qu'elle permet de faire cette durée-là? Elle permet de nous donner une idée sur la durée du phénomène qui se produit. Eh bien, le phénomène qui se produit, c'est le phénomène de l'établissement du courant. D'accord? Bon, il y a essentiellement un phénomène qui l'emporte un peu plus sur le phénomène de l'établissement du courant, à savoir le phénomène de l'auto-induction. Mais là, lorsque
vous fermez votre interrupteur, le courant s'établit. Rappelez-vous de l'expression de UR, elle augmente en exponentielle progressivement. Ben, la durée du régime transitoire, la durée du régime transitoire, si vous connaissez la valeur de taux, vous pouvez avoir une idée sur la durée de l'établissement du régime transitoire. Par exemple, si votre taux, elle vaut par exemple 2 millisecondes. Cela veut dire que le phénomène va durer quelques millisecondes. Donc, on n'a pas une idée assez précise sur la durée. Bon, on peut associer une durée qui vaut à peu près 5 taux, mais ce n'est pas vraiment très important comme approche. Vous ne travaillez avec 5 taux que sauf si on vous le demande. Hein. Allez, je pense que nous avons terminé la question numéro 2. Donc, on va passer à la question suivante. Alors, dans la question 3, on va vous demander de vérifier que l'intensité I du courant s'écrit sous la forme I de t égale I0, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Vous connaissez apparemment cette expression-là. Et où I0 et taux sont deux constantes dont on déterminera les expressions. Donc, on va essayer de vérifier cette solution-là et d'exprimer I0 que j'ai noté tout à l'heure par IP, hein, intensité du courant en régime permanent. Autant taux, c'est la constante que je viens de définir maintenant. Comment on va faire pour montrer que cette expression-là, elle vérifie l'équation différentielle de tout à l'heure? Ben, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Je propose alors ici de remplacer l'expression de I dans l'équation différentielle. Rappelons quand même l'équation différentielle. Elle s'écrit de la façon suivante. Donc, la dérivée de I par rapport au temps plus grand R plus petit r sur L fois I est égal à E sur L. Ça, c'était donc l'équation différentielle que nous avons établie tout à l'heure, mettant en jeu la variable I. Donc, l'expression de I, elle est donnée là. Donc, I égale à I0, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tout. Donc, on va essayer de remplacer I par son expression et on va essayer donc de dériver I, de la remplacer ici. Donc, dérivons I par rapport au temps. Donc, la dérivée de I par rapport au temps, est égal. Là, vous avez une constante, je vais la noter par I0. Alors, à l'intérieur, vous allez 1 moins l'autre terme. Donc, on va dériver 1, ça fait 0. Qu'est-ce qui reste? Il reste le moins. Donc là, vous avez moins 1. Quelle est la dérivée de exponentielle de moins t sur t? Sur taux, c'est moins 1 sur taux fois exponentielle de moins t sur taux. La dérivée de exponentielle de alpha t, c'est alpha exponentielle alpha t. Donc, je simplifie un tout petit peu. Là, ça devient assez complexe. Ça nous fait alors ici I0 divisé par taux exponentielle de moins t sur taux. Nous allons essayer de remplacer la dérivée de I par rapport au temps, son expression, dans l'équation différentielle. On aura alors ici, en remplaçant I0 sur taux exponentielle de moins t sur taux plus grand R plus petit r sur L fois I. Voici l'expression de I. C'est I0 facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux, et tout cela est égal à E sur L. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire alors là? Je propose de développer et de regrouper tous les termes en exponentielle. On aura alors ici I0 sur taux, facteur multiplié par exponentielle de moins t sur taux, moins ce terme-là, le deuxième terme, alors ici, hein? Donc, moins grand R plus petit r sur L fois I0 exponentielle, donc de moins t sur taux, qu'on va mettre en facteur, plus le terme, donc ce terme-là multiplié par 1, donc plus grand R plus petit r L fois I0 est égal à E sur L. Essayons de vérifier si c'est correct. Donc, I0, surtout, on aurait pu donc mettre I0 en facteur, ça ne fait rien. Donc, I0 surtout, moins R sur R plus R sur L fois I0, c'est bon. Le tout facteur de exponentielle de moins t sur tout, plus ce terme-là est égal à ça. Donc, apparemment, c'est correct. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de ramener I0 à l'extérieur, si vous voulez, alors ici. Donc, ça va nous donner, alors ici, I0 facteur de 1 sur taux moins grand R plus petit r sur L, le tout facteur de moins exponentielle de moins t sur taux, plus
Ou bien, allez, on va ramener tout le monde donc à droite. Ça va nous faire alors, ici 1 sur L qu'on va mettre en facteur, facteur de E, moins ce terme-là, moins grand R plus petit r fois facteur de I0. Facteur de I0, n'est-ce pas? Bien, je remarque alors la chose suivante. Ça, c'est un terme qui est constant. Tout ce terme-là, il est constant. I0, c'est l'intensité du courant en régime permanent. C'est un terme qui est constant. Alors, L, c'est constante. Donc, E est une constante, la feu M. Ce terme-là est un terme qui est constant, puisque taux donc, dépend uniquement de R ou de L. Ce terme-là, il est constant. Alors que là, vous avez une fonction exponentielle de moins t sur taux qui varie en fonction du temps. Je pense que lorsqu'on va prendre une fonction qui dépend du temps multipliée par une constante, ce n'est pas possible d'avoir une autre constante. Parce qu'une fonction, lorsque vous la multipliez par une constante, vous allez avoir une autre fonction. Ce résultat-là est valable uniquement dans les conditions suivantes. Si ce terme-là, à gauche, il vaut 0, parce que 0, lorsque vous la multipliez par exponentielle, vous allez bien trouver que ça vaut 0. Donc, alors, pour avoir un résultat correct, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'annuler le terme à gauche et d'annuler le terme à droite, ce qui va nous permettre d'écrire que 1 sur taux moins grand R plus petit r sur L est égal à 0. Nous allons essayer de chercher taux. Taux est égal à l'inverse, donc c'est L sur R plus R. Voici l'expression demandée de taux. Et on va aussi éliminer ce terme-là. Donc E moins R plus R, le taux facteur de I0, I en régime permanent, est égal à 0, ce qui va nous permettre d'écrire que I0 est égal à E sur grand R plus R. Je pense que vous connaissez déjà cette expression-là. Donc, on vient alors ici de chercher les expressions, de déterminer les expressions des deux constantes I0 et taux, et de remplacer I0 par son expression, de vérifier que l'équation, plus ou moins, elle est vérifiée, quoiqu'il y a une autre méthode, un tout petit peu plus délicate, mais ça ne fait rien, donc vous pouvez utiliser cette méthode-là. Donc, il suffit alors ici de dire que ce terme-là est nul et ce terme-là est nul. Donc, une fonction multipliée par 0, ça fait bien 0, donc on ne s'est pas trompé là-dessus. Passons à autre chose. Alors, on déduit l'expression de chacune des tensions UAB. Rappelez-vous UAB. UAB, c'est la tension aux bornes de la bobine. Et UBC. UBC, c'est la tension du résistor, aux bornes du résistor. Alors, on vous demande les expressions. Quelle expression? Ben, justement, les expressions en fonction du temps. Cela veut dire les lois horaires. Lois horaires, ça veut dire les expressions en fonction du temps. Donc, il suffit alors ici de remplacer l'expression de I par celle qui a été donnée dans la question précédente pour avoir donc les deux fonctions. Alors, commençons par UAB, c'est la tension aux bornes de la bobine en fonction du temps. C'est L dérivée de I par rapport au temps plus R fois I. Allez, on va remplacer. Ça fait L. Rappelez-vous, qu'est-ce que ça a donné? Donc, ça a donné... on va dériver tout simplement si on oublie. Donc, fois I0 fois I0 fois moins 1 fois moins 1, ça marche. Donc, exponentielle de moins t sur taux, le taux sur taux. Je pense que ça, c'était donc la dérivée de I par rapport au temps multiplié par le facteur L, plus RI. Donc, plus petit r fois I, c'est I0, facteur de 1, moins exponentielle de moins t sur taux. Nous avons commencé par l'expression de la bobine qui est la plus délicate. Donc, on va essayer de développer. Ça ne fait rien, vous pouvez la laisser comme ça, mais il vaudrait mieux donc essayer de développer un tout petit peu. On va développer la tension aux bornes de la bobine. Ça nous fait, on va remplacer I0 et taux par leur expression. Hein. Donc, L fois 1 sur taux, c'est grand R, on l'a exprimé tout à l'heure, hein, plus petit r sur L, fois I0. I0, c'est quoi? C'est E sur grand R plus petit r. Exponentielle de moins t sur taux, plus, je développe ici, ça nous fait R fois I0. I0, c'est quoi I0? C'est E sur grand R plus petit r, on a fait la démonstration, moins petit r fois E sur grand R plus petit r fois exponentielle de moins t sur taux. Une petite pause pour savoir si on n'a pas donc fait d'erreur. Donc, vous remarquez bien qu'il y a des termes qu'on peut, alors ici,
simplifier. On peut simplifier par L, on peut simplifier par la somme des R. Tiens, qu'est-ce qui reste alors ici? Il reste E exponentielle de moins T sur taux, moins ce terme-là. On peut mettre exponentielle en facteur, si vous voulez. Donc, exponentielle, ça fait alors ici facteur de quoi? Facteur de E. Et on va mettre E en facteur. Hein. Facteur alors ici de 1 moins R sur grand R plus petit r, le tout exponentiel de moins T sur taux. Donc, j'ai mis E en facteur pour ce terme-là et pour ce terme-là. Et j'ai mis aussi exponentiel de moins T sur taux en facteur. Qu'est-ce qui reste? Plus petit r sur grand R plus petit r, le tout fois E. Bon, si vous voulez, alors ici, qu'on réduise au même dénominateur, vous avez alors ici grand R plus petit r. On va donc multiplier par grand R plus petit r pour avoir un dénominateur commun qui est égal à celui-là. Grand R plus petit r moins petit r, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner grand R. Donc, ça va nous donner alors ici E fois grand R sur grand R plus petit r exponentiel de moins T sur taux plus petit r sur grand R plus petit r fois E. Voici l'expression de U, AB, U bobine en fonction du temps. D'accord? Je ne peux pas simplifier encore plus. Hein? Vous pouvez, si vous voulez, ici mettre 1 sur grand R plus petit r en facteur, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, on va maintenant essayer d'aller vers donc l'expression de la tension aux bornes de la résistance. D'accord? Donc là, c'est en fonction du temps. Je vais essayer d'écrire donc correctement. Alors, la tension UBC. Je vous rappelle que UBC, c'est la tension aux bornes du résisteur. Donc, on a inversé, on a appuyé sur le bouton inverse. Donc, UBC en fonction du temps, c'est égal à R fois I, qui varie en fonction du temps. Je remplace, ça fait R fois I0, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. On remplace l'expression de I0 donc par E sur grand R plus petit r fois facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Avec taux, on peut donc la développer si vous voulez ici. Hein. Donc, ça nous fait définitivement, je pense que c'est largement suffisant comme ça. Essayons de faire une toute petite vérification. Je vais alors mettre les résistances donc l'une au-dessous de l'autre, donc grand R plus petit r sur petit r fois E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Donc, essayons de voir est-ce que cette expression-là est valable. Donc, il suffit alors ici d'utiliser les unités. Hein. Donc là, vous avez un rapport de résistance, c'est 100 unités. Là, vous avez E, 100 unités, c'est le volt. 1, c'est 100 unités. Exponentielle, c'est 100 unités. Alors, à l'intérieur, vous avez des secondes et des secondes. Donc, tout cela, c'est 100 unités. Tout ce terme-là possède l'unité de E, à savoir le volt. Donc, vous avez bien, a priori, donc, une tension en volt. Hein. C'est comme ça qu'on vérifie au début si notre expression est assez correcte, est-ce qu'elle est valable ou bien non. Donc, voici la question question 2 petit b, je pense. Hein. D'accord? Donc, il faut noter ces expressions-là. Hein. D'accord? Il faut noter ces expressions-là. D'accord, c'est bon. Alors, passons à la suite. Alors, associant le justifiant les courbes C1 et C2 de la figure 2, les courbes de tout à l'heure, rappelez-vous, nous avons parlé des courbes. Hein. Donc là, c'est C1, la courbe qui augmente à partir de 0, et ça, c'est C2, la courbe qui décroît à partir de la valeur 10, associée à chacune des tensions visualisées. Alors là, je vous conseille de ne pas faire ce qu'on appelle par les éliminations. Vous devez justifier chaque courbe. Donc, alors, à partir de la question précédente, je pense que nous sommes capable de répondre à cela. Commençons par la courbe la plus simple, la courbe C1. C'est une courbe qui augmente à partir de 0, elle augmente progressivement et atteint une valeur limite. Ça ne peut être que celle de R, a priori. Hein. Ça ne peut pas marcher avec U bobine. Essayons de voir, est-ce que ça peut marcher à l'instant T égale à 0. Hein. Cherchons les deux valeurs des tensions à T égale à 0. Pour cela, alors ici, je reviens aux expressions précédentes. Hein. Donc, je reviens aux expressions précédentes. Bon. Apparemment, donc, ça ne va pas revenir. Donc, on va essayer donc, de répondre oralement. Donc, à l'instant t égale à 0, le courant s'établit donc progressivement, petit à petit. Donc, l'intensité du courant va être égale à 0. Donc, à t égale à 0, I est égal à 0. Ce qui veut dire alors ici que UR est égal à 0.
D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'on va commencer par associer cette courbe-là à celle de UR. Ce n'est pas encore suffisant. Donc, il faut maintenant montrer que, par exemple, la tension aux bornes de la bobine, au début, n'est pas égale à 0. Ben, je n'ai pas retenu l'expression, bien sûr, donc il faut revenir un tout petit peu en arrière. Voici l'expression de U bobine en fonction du temps. On va se placer à t égale à 0, donc ça nous fait exponentielle de 0, c'est 1. Qu'est-ce qui reste? Il reste RE sur grand R plus R, plus petit r, E sur grand R plus R. Si on réduit au même dénominateur, ça va nous donner grand R plus petit, à t égale à 0, hein. Grand R plus petit r sur grand R plus petit r, le tout fois E. Donc, on simplifie par grand R plus petit r, qu'est-ce qui reste? Il reste E. Donc, à t égale à 0, U bobine est égal à E. D'accord? Donc, voici l'expression de U bobine. Donc, parmi les deux courbes, C1 et C2, la seule qui démarre à t égale à 0 à partir de 0, c'est la courbe C1. Nous pouvons dès maintenant dire que la courbe C1 est associée à UR, alors que l'autre courbe n'est pas associée à UR. Donc, on peut, alors ici, essayer de voir la chose suivante. Donc, ça, c'est à t égale à 0. Essayons de passer à l'instant t en régime permanent, une fois que le régime permanent s'établit. Le régime permanent, ça peut correspondre, mathématiquement parlant, à un instant qui vaut plus l'infini, par exemple, à t tendant vers l'infini. Essayons de voir comment ça marche. R, c'est grand R sur grand R plus petit r fois E. Essayons de voir quelle est l'expression du U bobine à un instant assez grand, en régime permanent. Donc, il faut trouver une valeur qui n'est pas nulle. Ça, c'est d'avance. Hein? D'accord? Je reviens un tout petit peu en arrière. Donc, voici l'expression de la tension aux bornes de la bobine. Si le temps tend vers l'infini, donc tout ce terme-là, il va s'annuler. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Qu'est-ce qui reste? Il reste donc ce terme-là. Donc, c'est petit r sur grand R plus petit r fois E. Retenons ça. Donc, petit r sur grand R plus petit r fois E. Donc, vous remarquez bien alors ici que U bobine, donc en régime permanent, elle atteint une valeur qui est plus petite que E. Donc, c'est bien une valeur qui est plus petite que E. Et elle démarre à partir d'une valeur qui est égale à E, d'une valeur assez grande qui est égale à E. Par contre, UR, donc, démarre à partir de 0. Donc, les différentes expressions qu'on vient de donner maintenant vérifient bien que la courbe C1 est associée à UR, c'est évident, alors que la courbe C2 est associée à U bobine. UR et U bobine, donc, vérifie ces deux courbes-là. Passons alors par la suite à la question suivante. Déterminer les valeurs de la FEME du générateur, de l'intensité I0 du courant qui s'établit dans le circuit en régime permanent. Donc, la FEME du générateur, rappelez-vous ce que nous avons fait dans la question précédente, c'était la valeur à partir de laquelle démarrer la tension aux bornes de la bobine à l'instant t égale à 0. Donc, à t égale à 0, U bobine de 0 est égal à E. On a établi cette expression-là. Donc, en fin de compte, combien vaut U bobine à t égale à 0? Ça fait 10 volts, donc E est égal à 10 volts. En ce qui concerne l'expression de I0, donc au début, rappelez-vous que nous avons trouvé que I0 est égal à grand R sur petit r plus grand R fois E. Sauf que nous n'avons pas de grand R, donc il faut essayer de trouver autre chose. Je connais, rappelez-vous, je connais la valeur de la résistance interne de la bobine qui vaut 10 ohms. Donc, on l'a vu dans l'énoncé, hein? R est égal à 10 ohms. Que pensez-vous si on essaie alors ici de se placer sur cette position-là, à savoir la valeur de la tension de la bobine en régime permanent? Je rappelle qu'en régime permanent, donc en régime permanent, donc, rappelez-vous ce que nous avons trouvé en régime permanent. Nous avons trouvé que U bobine en régime permanent, c'était égal à R sur grand R plus petit r fois E. Donc, rappelez-vous de ça. Et nous avons trouvé justement l'expression de I0 qui était égale à ceci. E
sur grand R plus petit r. Nous avons établi ces deux expressions-là. Alors, on va faire la chose suivante. Nous connaissons la valeur de U bobine en régime permanent. Ça fait 2 volts. Hein? Donc, on va essayer de faire le rapport pour éliminer grand R plus petit r. Ça va donner alors ici U bobine en régime permanent sur I0 est égal à petit r fois E sur grand R plus petit r. Donc, je simplifie, ça fait petit r, tout simplement. N'est-ce pas? Donc, on simplifie par R plus R et on simplifie par E. Ce qui nous permet d'écrire ici, en fin de compte, que I0 est égal à U bobine en régime permanent sur petit r. U bobine en régime permanent, ça fait bien 2 volts en régime permanent, ça fait 2 volts. Petit r, rappelons que c'est égal à 10 ohms. 2 sur 10, ça fait 0,2. 0,2, l'unité de I0, c'est bien l'ampère. Donc, nous venons de chercher la FEM du générateur qui vaut 10 volts. Je retiens les valeurs. Et l'intensité I0 du courant qui vaut 0,2 ampères. Passons à la question suivante. Donc, question petit c dans la question 4. La distance grand R du résistor, tout simplement. Alors, comment on va faire là? Donc, pour chercher grand R, il suffit d'aller vers le régime permanent de la bobine ou bien le régime permanent de résistor, c'est la même chose. Donc, U bobine en régime permanent, ça fait alors ici petit r sur grand R plus petit r fois E. On va chercher alors ici, donc, grand R. Et grand R, ça fait alors ici R fois E sur U bobine en régime permanent, moins petit r. Ça nous fait alors ici comme application numérique. C'est ça, hein? Donc, R, ça fait 10. E, ça fait bien 10 encore, divisé par U bobine en régime permanent, c'est 2 volts, moins 10. Donc, 10 fois 10, ça fait 100. 100 sur 2, ça fait 50. 50 auquel on note 10, ça fait 40. 40 quoi? 40 ohms. Donc, voici la valeur de la résistance grand R du résistor. Donc, maintenant, on va chercher dans la question petit d, on va chercher la constante de tantôt. Alors, la question de tantôt peut être faite soit par calcul, et pour le moment, ce n'est pas possible puisque taux est égal à L sur grand R plus petit r, nous ne connaissons pas la valeur de L. Sinon, on peut utiliser la méthode de la tangente. Rappelez-vous donc la tangente. On va revenir à la courbe. Donc, voici la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0 pour UR. Donc, qu'est-ce que c'est que le coefficient taux? Qu'est-ce que c'est que la constante de tantôt? Donc, eh bien, tout simplement, c'est l'abscisse du point d'intersection entre la tangente et l'asymptote UR max. Voici le point d'intersection entre la tangente et la valeur maximale de UR max. Donc, ça nous fait une abscisse qui est égale à 20. 20 quoi? 20 millisecondes. Attention, il ne faut pas monter plus haut. Hein. Donc, c'est l'intersection entre la tangente et l'asymptote horizontale UR en régime permanent. D'accord? Donc, ça nous fait, on a dit, 20 méthodes, 20 millisecondes. Hein. Donc, méthode de la tangente, taux est égal 20 millisecondes. En déduire la valeur de l'inductance L. Et aujourd'hui, notre exercice porte sur la détermination de l'inductance L. Donc, il s'agit d'une déduction, donc automatiquement, il faut partir de taux. Taux est égal alors ici à L sur grand R plus petit r, ce qui veut dire ici que L est égal à grand R plus petit r, le tout fois taux. Grand R, ça nous fait alors 40 ohms qu'on vient de chercher. Petit r, ça fait 10 ohms donné dans l'énoncé. Taux, c'est 20 millisecondes. Attention aux unités dans le système international. Donc, ça nous fait 40 plus 10, 50. 50 fois 20, je pense que ça fait 1000, 10 puissance 3. 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 3, ça nous fait bien 1. Donc, cette valeur-là, elle vaut 1. C'est l'inductance L. Et rappelez-vous que l'inductance L de la bobine, son unité, c'est le Henry. Henry ou bien Henry, donc c'est comme vous voulez alors ici. Hein. Donc, voici la valeur de l'inductance L de la bobine. Et on termine avec la dernière question. Alors, donc, dans le circuit précédent, on modifie l'une des grandeurs caractéristiques du circuit, soit L, soit R. Attention, on ne modifie pas les deux.
Alors, le nouveau chronogramme de la tension UAB, UAB c'est la tension aux bornes de la bobine, attention, et la courbe C3 de la figure 2. Donc, voici la courbe C3 qui est représentée en pointillé. C'est la courbe C3 qui représente la nouvelle tension de la bobine lorsqu'on modifie soit L, soit R. Identifiant le justifiant, la grandeur, donc la valeur a été modifiée et calculer sa nouvelle valeur. Alors, est-ce que nous avons fait varier L ou bien R? On va voir. Donc là, nous remarquons la chose suivante. On a tracé, et ça on l'a dit tout à l'heure au début de l'exercice, nous avons tracé la tangente à la courbe, la tangente delta 3, à la courbe donc, de la tension, de la nouvelle tension de la bobine. Je remarque alors ici que la tangente, donc directement, elle coupe l'axe des abscisses à la valeur 50 millisecondes. Pardon, elle coupe l'axe des abscisses, l'axe des temps à la valeur 50, mais ce n'est pas la valeur qui nous intéresse. Donc, il faut aller au point d'intersection entre la tangente et l'asymptote minimale de U bobine, l'asymptote qui correspond à 2 volts. Donc, voici le point d'intersection. Ce point d'intersection, son abscisse, c'est 40 millisecondes. Donc, attention, attention, ce n'est pas 50. Hein. La constante, la nouvelle constante de tantôt, ce n'est pas 50, c'est plutôt 40, puisqu'il s'agit de l'intersection entre la tangente et l'asymptote U bobine en régime permanent. Donc, je trouve alors ici que tau prime, le nouveau coefficient, il vaut donc 40, on a dit, millisecondes. Je remarque ici que notre tau prime, il est plus grand que tau. Je remplace donc les expressions de tau prime, ça nous fait alors ici, je sais que tau en réalité c'est L sur grand R plus petit r. Alors dans ces conditions-là, alors ici, donc pour avoir une augmentation de tau, il suffit soit d'augmenter L, soit de diminuer R puisque R apparaît dans le dénominateur. Donc là, vous allez voir qu'une seule des grandeurs est possible. Est-ce que c'est possible d'avoir donc variation de R? Je ne pense pas. Regardez bien, cette valeur-là, donc je vais utiliser tout d'abord la gomme pour effacer les impuretés. Donc, je reviens à notre stylo. Donc là, rappelez-vous donc quelle était donc la valeur de U bobine en régime permanent. C'était égal à petit r sur grand R plus petit r, le tout fois E. Vous remarquez bien que U bobine, pour la valeur de L de tout à l'heure, et la valeur de R de tout à l'heure, et U bobine, la nouvelle valeur de U bobine, tous les deux, ils ont la même valeur en régime permanent. Or, en régime permanent, voici l'expression de U bobine. Donc là, puisque la valeur est la même, on n'a pas changé la valeur de grand R. Donc, on ne peut modifier que la valeur de grand L. Donc, nous pouvons dire alors la chose suivante, c'est que tau prime qui est égal à L prime sur grand R plus petit r, qui est égal à 2 fois tau, ça fait 2 fois L sur grand R plus petit r. Je rappelle que grand R plus petit r n'a pas changé. Donc, je peux dire ici que par identification, L' est égal à 2L, puisque L est égal à 1 Henri, donc L' est égal à 2 Henri. Donc, voici ce qu'il fallait faire pour avoir cette nouvelle courbe, pour avoir un régime permanent ou bien un régime transitoire dont la durée est beaucoup plus grande. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cet exercice vous a apporté beaucoup de renseignements assez importants. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.